Hola, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur Crime Stories. Aujourd'hui, je vais traiter une affaire américaine, la triste histoire de Lauren Burke. Lauren Ashley Burke est née le 11 août 1989. C'était une personne heureuse, généreuse et pleine de succès. Elle a grandi dans la petite ville de Marietta, en Géorgie, aux États-Unis. Lauren était la fille de James Burke et de Viviane Ganchon. La jeune femme a eu une enfance et une adolescence très heureuses. Elle réussissait tout ce qu'elle entreprenait. Elle était très créative et adorait toute matière en rapport avec l'art ou le dessin. Ses parents étaient très aimants, elle n'a eu aucun souci durant ses premières années de vie. Elle a étudié au sein du lycée Walton High School et ses notes étaient suffisamment bonnes pour qu'elle puisse choisir son université. Par la suite, elle a décidé d'étudier au sein de l'université Auburn University, qui se situe en Alabama. Elle se trouve à plus de 200 km de son lieu de résidence. Donc, elle a déménagé pour pouvoir étudier, mais elle rendait souvent visite à ses parents en Géorgie. Lauren avait de très bonnes notes dans toutes les matières, elle étudiait pour obtenir 2 diplômes, un bachelor en art et le second en design graphique. Elle faisait également partie d'une fraternité appelée Delta Gamma. La jeune femme faisait également partie de l'équipe de lacrosse de son université. Le lacrosse est un sport d'équipe où chacun se sert d'une crosse pour mettre une balle dans le camp adverse. Ce sport est principalement pratiqué aux États-Unis et au Canada. Lors de l'une de ses visites à ses parents, Lauren a déclaré qu'elle voulait poursuivre sa carrière dans le domaine de la photographie professionnelle et également le marketing digital. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'aucun de ses rêves ne deviendrait réalité. Car quelque chose d'horrible allait se produire. Tout a commencé dans la nuit du 4 mars 2008. Certaines personnes ont témoigné en disant qu'elles avaient entendu un coup de feu. Certains témoins ont vu le moment où la jeune fille s'est jetée d'une voiture en mouvement. Et ils ont bien précisé qu'elle n'était vêtue que d'une paire de chaussettes. La jeune femme est restée quelque temps au sol sur la route Alabama 147, entre les routes 72 et 280. Blessée et en pleurs, la jeune femme a réussi à se relever avec l'une de ses mains. Et avec l'autre main, elle tentait de faire des signes pour qu'un automobiliste vienne lui porter secours. L'un des automobilistes a fait demi-tour pour se rendre auprès de la jeune Lauren et pour l'aider. Lorsqu'ils sont arrivés auprès d'elle, elle était retombée au sol. Elle était sur le dos, en plein milieu de la route. En se rapprochant, ils se sont rendus compte qu'elle pleurait et qu'elle respirait avec beaucoup de difficulté. Une femme a raconté qu'elle s'était rendue compte que Lauren respirait lentement. Elle avait l'air de s'éteindre. Les policiers ont reçu un appel aux alentours de 21h cette nuit-là. Les secouristes ont fait tout leur possible pour la sauver. Elle a été emmenée à l'hôpital le plus proche. C'était le East Alabama Medical Center. Elle a été prise en charge à 21h25. L'ambulance a pris un peu plus de 20 minutes pour arriver à l'hôpital. Malheureusement, quelques minutes plus tard, la victime a été déclarée morte. Les médecins ont expliqué que le coup de feu a causé une hémorragie incontrôlable et que c'était la cause de la mort. Les policiers ont tout de suite commencé l'enquête et la jeune femme a été identifiée. Il s'agissait d'une jeune étudiante universitaire, Lauren Ashley Burke, âgée de 18 ans. Tout le monde voulait savoir ce qui lui était arrivé. Les policiers ont tout de suite relié des points entre eux, car cela s'est produit aux alentours de 21h40 et la police avait reçu un autre appel. L'appelant appelait pour une voiture qui avait pris feu sur le parking du campus de l'université Auburn. L'incendie a été stoppé et les policiers ont trouvé sur le siège conducteur un projectile calibre 38. Les policiers ont cherché à qui appartenait la voiture et cette voiture appartenait à un homme se nommant James Burke. Les autorités ont contacté James Burke pour l'informer de tout cela. Après cela, il s'est directement rendu sur place. Il s'est rendu au sein du campus où se trouvaient les policiers. Il a bien confirmé que c'était son véhicule. Il a précisé qu'il avait prêté sa voiture à sa fille pour qu'elle puisse avoir une certaine liberté de déplacement et pour qu'elle puisse les visiter en Géorgie. James Burke a été mis au courant de toute la situation et avec beaucoup de tristesse, il a procédé à la reconnaissance du corps de sa fille.
L'enquête s'est poursuivie et alors que les policiers interrogeaient les témoins, ils ont découvert que l'une des personnes qui a assisté à la scène détenait une information très importante. L'homme a raconté aux enquêteurs qu'après que la jeune femme s'est jetée du véhicule en mouvement, le conducteur de la voiture s'est arrêté quelques mètres plus loin avant d'accélérer et de s'enfuir du lieu. Ce témoin a donné toutes les caractéristiques de la voiture et également des caractéristiques physiques sur ce mystérieux conducteur. Ces informations étaient très importantes pour résoudre cette affaire, car 3 jours après, le 7 mars 2008, un policier a aperçu un véhicule sortant d'une zone en construction qui conduisait au-dessus de la vitesse autorisée sur la route Alabama Highway 80. Le policier a activé sa sirène et a suivi la voiture. La voiture s'arrête, le policier a appelé la centrale en décrivant les caractéristiques du potentiel suspect. Il a été informé que les enquêteurs sur l'affaire étaient à la recherche d'une personne ayant les mêmes traits physiques. L'officier a donc demandé à l'homme de sortir du véhicule, mais le suspect savait qu'il allait être arrêté. Alors il a décidé de ne pas sortir du véhicule et il a accéléré pour prendre la fuite. Ce qui a donné lieu à une chasse à l'homme. Le suspect a fui sur la Somerville Road. Il y avait 4 policiers qui le pourchassaient. 2 étaient en moto et 2 autres dans des véhicules. Mais le fuyard n'était pas très fort en course-poursuite. Il a tapé plusieurs fois sur le côté de la route, il s'est arrêté en plein milieu de la route et il a ouvert la porte du véhicule. Mais même comme ça, il a réussi à faire tomber un policier en moto. Il a eu le temps de courir jusqu'à la forêt, mais il a été intercepté par la police et arrêté. Les policiers ont arrêté Courtney Lockhart. Courtney Larell Lockhart est née le 20 octobre 1984. Il n'y a pas beaucoup d'informations sur l'enfance et l'adolescence de Courtney, mais ce que nous savons, c'est que ses parents ont toujours eu un problème avec l'alcool. Donc le jeune garçon a toujours dû s'occuper de lui-même. Il n'avait pas de bonnes notes et c'est pour cela qu'il n'a pas pu continuer ses études supérieures. En 2003, alors qu'il avait 18 ans, il s'est engagé au sein des forces armées américaines. Et l'année suivante, en 2004, il a été envoyé en mission en Corée du Sud et également en Irak. Mais il n'avait pas un bon comportement, il était toujours enrôlé dans des problèmes. Presque 2 ans après, en 2006, il a été arrêté pour avoir consommé des stupéfiants et pour agression et menace à l'encontre d'un autre soldat. Il a été sanctionné par le tribunal militaire puis il a repris ses fonctions. Mais pour aggraver encore plus son cas, Courtney avait de nombreuses absences injustifiées. Il a également agressé un policier en service. Suite à cela, il a été viré en décembre 2006. Comme nous le savons, moins d'1 an après, en mars 2008, le chemin de ce jeune homme problématique a croisé celui de la jeune Lorraine. À présent, revenons au jour où Courtney a été arrêté après la course-poursuite avec la police. Les policiers ont fouillé son véhicule et ils ont trouvé le portable et l'iPod de Lorraine. Il y avait également une chemise tachée de sang et des munitions. Courtney n'était pas impressionné par la police. Il n'avait pas peur d'aller en prison. Et en peu de temps, il a confessé le crime. Il a expliqué le déroulé des faits et en plus de ça, il a confessé d'autres crimes. À partir de février 2008, il a commencé à commettre divers crimes. Et l'enquêteur principal de l'affaire a dit qu'il s'attendait à entendre un discours victimaire de l'accusé. Courtney s'est déclaré victime de la société, du système de justice, que l'armée avait été oppressante. Il a également stipulé qu'il a été viré injustement et que le problème ce sont les autres et non pas lui. Il a allégué qu'il n'arrivait pas à trouver de travail et à cause de cela il s'est tourné vers le mauvais chemin. Cette version a été démentie plus tard car il a été prouvé qu'il avait fait plusieurs entretiens d'embauche en Alabama et en Géorgie. Mais toutes les fois où les employeurs lui disaient que ce serait des travails manuels, Courtney ne faisait aucun effort et ne donnait pas suite. Il a admis que ces crimes se sont produits entre l'Alabama et la Géorgie. Il commettait des cambriolages, vols de voitures et plein d'autres choses dans le même genre. Il agissait toujours de la même manière. Il visait une femme occupée et l'abordait pendant qu'elle montait dans sa voiture. Il utilisait une arme pour obliger la victime à lui donner tous ses objets de valeur. Et dans le cas de Lorraine, il a expliqué que le 4 mars 2008, il est resté toute la journée sur le campus de l'université à la recherche d'une victime pour la voler. Aux alentours de 8 heures du soir, il a repéré une jeune femme qui marchait sur le parking en direction de son véhicule noir. Il l'a abordée, puis il l'a menacée avec une arme. Puis, il l'a obligée à monter dans la voiture avec lui.
Lorraine a rapidement ouvert son portefeuille pour lui donner 200 $ et pour pouvoir retrouver sa liberté. Mais il a refusé l'offre. Il a ensuite pris le volant. Il avait une main sur le volant et l'autre tenant l'arme pointée sur Lorraine tout en lui donnant des ordres. Une fois sorti du campus, il a ordonné à la jeune femme de se déshabiller. Courtney a affirmé lui avoir donné ses ordres pour éviter qu'elle ne fuit du véhicule. Il pensait qu'elle ne serait pas capable de s'enfuir toute nue. D'après les enquêteurs de l'affaire, son intention était autre. Pour eux, il voulait abuser d'elle. Courtney a ensuite conduit durant 30 minutes. Durant le trajet, il se plaignait d'être au chômage et d'avoir été viré de son service militaire. En écoutant cela, Lorraine lui a proposé son aide. Elle lui a dit que son père connaissait des patrons d'entreprise et qu'elle ferait son possible pour l'aider à trouver un travail pour qu'il puisse changer de vie. D'ailleurs, Courtney a stipulé qu'il s'est senti énervé en entendant ça. Il se demandait qui était cette jeune femme qui voulait l'aider à trouver un travail, car ce n'est pas ce qu'il voulait. Les paroles de Lorraine l'ont fortement énervé. En milieu de trajet sur la route Alabama 147, le petit ami de Lorraine l'a appelé pour savoir si tout allait bien, car il a vu qu'elle était en ligne mais qu'elle ne répondait pas à ses messages. Courtney l'a autorisé à répondre à cet appel, mais Lorraine a été forcée de mentir en lui disant que tout allait bien et qu'elle le recontacterait plus tard. Et quelques minutes après, Lorraine a tenté de fuir en ouvrant la portière passager et en se jetant à terre avec le véhicule en mouvement. Mais avant qu'elle ne saute, son agresseur lui a tiré dessus. Courtney a affirmé dans sa déclaration que les coups de feu sont partis tout seuls, que c'était un accident. Mais bien évidemment, personne ne l'a cru. Puis il a stoppé le véhicule quelques mètres plus loin, pour regarder en arrière car il n'en revenait pas, qu'elle se soit enfuie. Il a ensuite repris le volant pour retourner sur le campus universitaire, puis il a mis le feu au véhicule. Courtney Lockhart a été accusé de vol aggravé suivi de mort, séquestration et tentative de viol. Il s'est déclaré innocent et a plaidé la folie mentale. D'après les avocats de la défense, l'accusé souffrait de troubles mentaux et de stress post-traumatique à cause de ses années passées à l'armée. Le tribunal a réclamé une expertise psychiatrique, mais le psychiatre a réfuté ces allégations. Donc le jugement a pu débuter. Il a débuté en novembre 2010. La défense a présenté au juré un autre psychiatre. Celui-ci a affirmé que malgré que l'accusé n'ait pas été diagnostiqué comme souffrant d'un stress post-traumatique, il présentait quelques symptômes suite à une longue exposition au combat. Le psy a également stipulé que l'accusé était immature et incohérent lors de ses actions. La défense a également allégué que les coups de feu étaient totalement involontaires. De son côté, le procureur a argumenté en disant qu'il l'avait séquestrée et qu'il avait tenté de la violer et qu'il avait également porté les coups de manière volontaire. Ils ont également présenté le document qui montrait que l'accusé avait été viré de son service militaire et également les preuves en relation avec ses autres crimes et délits. Mais le juge a rejeté cette stratégie. La bataille a duré presque 3 mois et finalement le juré s'est retiré pour délibérer. Après 3 jours de délibération, le verdict est tombé. Courtney Lockhart a été reconnu coupable de vol, séquestration et homicide volontaire. Mais le juré a considéré qu'il était impossible de prouver qu'il voulait abuser de la victime. Dans cette accusation, il y avait un détail très curieux concernant la sentence. Le juré a recommandé au juge de l'affaire de condamner l'accusé à la prison à perpétuité. Mais l'État de l'Alabama est un des États des États-Unis qui permet au juge d'ignorer complètement les recommandations du juré. Et c'est exactement ce qu'il s'est passé. Le juge Jacob Walter a annulé la décision du juré et le 2 mars 2011, il a condamné Courtney à la peine capitale. Le juge a pris la défense par surprise et durant la lecture de la sentence, il a précisé avoir pris cette décision en tenant compte des antécédents de l'accusé en civil et au sein du tribunal militaire. Le juge a également dit que les circonstances de la séquestration l'ont poussé à prendre cette décision, car la victime était seule, non armée et au sein du campus d'une prestigieuse université. Cela devrait être un endroit où l'on est en sécurité et protégé. Le juge a conclu en disant que la jeune femme a été forcée de monter car elle avait une arme pointée sur elle, et la jeune femme a été forcée d'enlever ses vêtements. Immédiatement après le jugement, les avocats de la défense ont fait appel.
2 ans après, en août 2013, le tribunal d'appel a révisé le dossier et ils ont maintenu la peine du premier jugement. Le tribunal en appel a déclaré que la décision du juge Jacob Walter était appropriée. En avril 2014, Courtney Lockhart a fait un recours au niveau de la Cour suprême de l'Alabama. La Cour suprême a refusé la demande et en septembre 2014 et l'année suivante, en janvier 2015, la défense a tenté de faire un autre recours au niveau de la Cour suprême. 3 mois après, la Cour suprême des États-Unis a refusé la demande. Une institution appelée Justice égale a fait son possible pour lui éviter la peine capitale. Ils ont essayé de saisir la Cour suprême en 2016, 2017. Ils ont finalement réussi à obtenir une audience au sein de la Cour suprême en 2019. Les nouveaux avocats ont allégué que la précédente défense a été incapable de monter une défense acceptable. Ils ont été incapables de prouver qu'il avait été victime suite à ses traumatismes et que ces traumatismes avaient influencé ses actions. Entre-temps, le procureur général de l'Alabama a affirmé qu'il n'y avait aucun doute sur le travail de la défense. Il a également stipulé que l'enquête a été menée dans les règles de l'art et de manière transparente, tout en respectant les droits de l'accusé. Les nouveaux avocats ont demandé au juge Walker d'annuler la peine capitale, mais le juge a maintenu sa décision. De nouvelles demandes ont été faites et finalement en 2022, les réponses du tribunal étaient négatives et tous les recours ont été rejetés. Et donc Courtney Lockhart, âgée de 37 ans, est actuellement dans le couloir de la mort en attendant sa date d'exécution. Merci d'avoir regardé ma vidéo. J'aimerais connaître votre opinion sur cette affaire en barre des commentaires. N'oubliez pas de liker pour me soutenir, de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour être alerté lorsque je publierai une nouvelle affaire.